Bonjour à toutes et bonjour à tous, gros monstre plein de griffes et de dents et pirate en folie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain, ou Menro sur les réseaux sociaux, et je retrouve comme chaque semaine un petit peu notre kaiju des plateformes, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Originals. J'aime bien l'idée de kaiju des plateformes. Moi, j'ai des monstres chez moi, mais ils sont tout petits. Ils sont pas, oui, c'est pas des gros monstres. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de Monarch Legacy of Monsters, saison 2, la série donc dans l'univers de King Kong et de Godzilla, si on devait faire ça un petit peu simple. Vous retrouverez ensuite Gauthier pour sa chronique Les pieds dans le plat. Et de quoi tu nous parles justement, Gauthier, aujourd'hui ? On va dire les vrais trucs sur, déjà sur comment il s'appelle ? Il s'appelle le Monsterverse, au fait. Et puis sur un petit peu sur les autres verses. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est avoir une discussion avec toi pour réfléchir un petit peu à ces verses-là, tous ces verses qu'on a. Est-ce bien nécessaire ou est-ce que c'est pas un petit peu passé de mode ? Je ne sais pas. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinéma Teaser. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. Canal+, écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Et Gauthier, ça vient de tomber. Où ça ? Mais Où ça juste là, regarde. Ah, bah oui. C'est tombé là. sur Netflix. Exactement. C'est tombé sur Netflix. Puisque du beau monde au casting de mercredi saison 3. En plus de Eva Green, c'est Winona Ryder qui retrouve... Oui, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu ça. Elle retrouve donc Jenna Ortega après Beetlejuice, qu'elles Ouais. avaient déjà faite ensemble. On rappelle que, outre l'arrivée de Winona Ryder et donc de Eva Green, il y a aussi pas mal de monde, notamment Chris Sarandon, qui était la voix de Jack dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, encore une connaissance de Tim Burton. On aura aussi Noah Taylor, qui lui... c'était le père de Charlie dans Charlie et la chocolaterie. Encore une fois. Alors on n'est pas dans un Monsterverse, mais dans un Tim Burtonverse. Ouais. Et puis je me disais c'est assez approprié parce que Burton c'est quand même la première carrière de Winona Ryder et Netflix c'est un peu la deuxième carrière de Winona Ryder, donc les deux collent bien. On rappelle que cette nouvelle saison de Wednesday, donc de mercredi, est attendue sur Netflix courant 2027. Et bien sinon ça vient de tomber. Ah, ça vient de tomber. Où ça Cette fois ça tombe sur Apple TV. Ça tombe sur Apple TV avec une série avec Benoît Magimel qui avait été retirée des calendriers de la plateforme en novembre dernier. Ça s'appelle Traqué à cause de soupçons de plagiat, rappelle-toi. Oui, je me souviens de cette affaire. Eh bien, figure-toi que ça y est, ça va être diffusé sur Apple TV le 4 mars. Donc, si on revient un petit peu dans le passé, en novembre dernier, Apple TV a annulé la série une semaine avant sa diffusion. Et la série, donc, qui est créée par Cédric Angers, était soupçonnée d'être inspirée d'un roman de Douglas Fairbairn, déjà adapté au cinéma, mais sans avoir acquis les droits cette fois. Le producteur, qui est Gaumont, avait indiqué procéder à un examen complet pour répondre à toutes les questions concernant la production et prendre les questions de propriété intellectuelle très au sérieux. Ce qui se passe, du coup, c'est que Traqué va arriver sur la plateforme le 4 mars et la bande-annonce est à nouveau en ligne, puisque tout avait été retiré. Traqué inspiré est maintenant considéré comme inspiré du roman Shoot de Douglas Fairbairn. D'accord. Voilà. Et ça avait été adapté au cinéma dans un film du même nom, donc Shoot. Et cette fois, c'est la bonne. On ne sait pas ce qui s'est passé en coulisses. Oui, probablement que quelqu'un a filé un petit billet à quelqu'un d'autre et puis il a dit moi voilà c'est bon, ok, bon on y va. L'histoire, donc, c'est celle de Franck, qui sera joué par Benoît Magimel, qui est un grand adepte des week-ends chasses. Et avec ses amis, il se retrouve un jour face à un autre groupe de chasseurs qui les prend pour cible, mais sans raison apparente. Et du coup, l'un d'entre eux est touché, et Franck et ses amis répliquent et réussissent à s'échapper. Sauf qu'à partir de là, ils en parlent pas trop, c'est un peu souviens-toi l'été dernier. Et Franck tente de reprendre une vie normale, sauf que sa femme Christelle, qui est jouée par Mélanie Laurent, elle se sent un peu observée et traquée par des hommes qui semblent prêts à tout pour se venger. J'aime bien, c'est un bon pitch. Voilà, donc disponible le 4 mars sur Apple TV. Et sinon, ça vient de tomber. Où ça Ça vient de tomber sur un remake, pas un remake, une adaptation live action d'un dessin animé culte, et ce sera sur Netflix encore une fois. D'accord.
C'est l'actrice McKenna Grace qu'on a vu dans Ghostbusters notamment, ou dans Scream 7, ou dans le prochain Hunger Games, qui va jouer Daphné. Ah. Et Daphné, c'est dans un remake de Scooby-Doo. Ouais. D'accord. Voilà. Donc une version un peu teen moderne et une origin story cette fois, plus réaliste de la franchise de Scooby-Doo. Alors comment on fait plus réaliste, tu vas me dire? Oui. Alors c'est très simple, on a des personnages qui vont être en mode camp de vacances et qui là vont rencontrer les autres personnages et ils vont sauver un bébé chien. D'accord. Et ce bébé chien est sans doute le seul témoin d'un truc. D'accord. Et voilà donc comment on fait du live action avec Scooby-Doo. Je suis désolé, mais dans le package, tu m'as dit qu'il y avait un prochain Hunger Games et ça me déprime profondément. Oui, il a même un titre, hein, c'est Lever de soleil sur la moisson. Aïe. Bon, il va falloir y aller. Hein. Ce sera tout pour les news aujourd'hui. Je te propose d'enchaîner directement avec notre gros plan de la semaine. Ce gros plan, on l'a dit, il est sur Monarch Legacy of Monsters saison 2 sur Apple TV+, une série en 10 épisodes, série dramatique de science-fiction qui est donc située dans cet univers du Monsterverse. Et c'est disponible à partir du 27 février. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est qu'elle va explorer encore une fois l'histoire secrète de cette organisation qui s'appelle Monarch et l'héritage laissé par les Titans après les événements de Godzilla. Cette fois, une nouvelle menace titanesque et un récit encore plus intense, centré sur l'île du crâne, Skull Island. Vous entendez? Ce n'est pas Kong. Ce n'est pas non plus Godzilla. C'est encore plus gros. On a ouvert une faille vers un autre monde. C'est moi qui ai appuyé sur ce bouton. J'ai laissé le génie sortir de sa lampe. Et maintenant? Les conséquences. Ce titan est comme un dieu. Vénéré par les créatures marines. Il y a des centaines de milliers de gens sur le chemin de ce monstre. Et on n'a aucune idée de ce qu'il veut. Je vais trouver un moyen d'arranger les choses. Le pitch, c'est quoi? C'est qu'après l'apparition de Godzilla et la révélation que certaines créatures monstrueusement géantes et monstrueuses tout court, deux frères et sœurs enquêtent sur les secrets de leur famille et découvrent leur lien avec une organisation qui s'appelle Monarch. Et la série, elle passe entre passé et présent et retrace la naissance d'une agence chargée d'observer les titans et de révéler la véritable place de l'humanité face à ces forces anciennes et colossales. La saison 2, elle prend sa source suite aux révélations de la première saison. Et alors qu'une nouvelle crise mondiale, un nouveau titan ancestral surnommé le Titan X, émerge des profondeurs. Les survivants se retrouvent donc sur Skull Island où des alliances fragiles, des secrets enfouis et des rivalités humaines déterminent l'avenir de l'organisation et celui du monde face à tous ces monstres. Gauthier, est-ce que tu es un adepte des gros monstres qui se tapent dessus ? Alors, déjà, il faut que je t'avoue un truc, c'est que j'ai un point faible, moi. C'est que si tu commences une phrase par Kurt Russell, je dis oui, tout de suite. Si tu veux, même si la suite c'est oui, mais Kurt Russell dans 50 Shades of Grey. Je dis ouais, c'est pas grave, m'en fous, on y va. Et si je te dis Kurt Russell et Wyatt Russell? Bah ouais, en plus, il y a son fils qui joue sa version de lui-même de quand il était jeune et tout. Donc, tout ça est trop cool. Moi, j'ai toute ma vie, j'ai rêvé d'être Snake Plissken, si tu veux. C'est le héros de mon enfance. Avec Indiana Jones, tu vois. Donc bon, je suis très très attaché à Kurt Russell. Et même maintenant qu'il a 75 ans, tu vois, je m'en fous. Tu me le mets dans n'importe quoi, je regarde. Donc là, il est héros de cette série-là. Et bah, c'est irrésistible pour moi. Voilà, Kurt Russell contre des gros monstres. Bon,
Après, il faut comprendre un truc avec Monarch Legacy of Monsters, c'est que c'est un petit peu paradoxal, si tu veux. C'est une série en 10 épisodes de 45 minutes chacun. Et ce qu'on nous promet, c'est des gros monstres. Or, l'économie de la série est ce qu'elle est. Donc, on peut pas avoir des money shots tout le temps et du payoff et des gros monstres tout le temps et tout ça. Ça coûte cher. Ça coûte cher en CGI, en tout ça et tout. Donc, c'est une série de gros monstres où on passe quand même beaucoup de temps en confidence de famille, en triangle amoureux, en petites conversations anodines et tout. Et tu te dis... Et est-ce que vous avez prévu qu'il y ait des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Ouais, c'est exactement ça, si tu veux. Donc bon, de temps en temps, tu as un rappel qu'on est dans un truc de kaiju. Je rappelle ce que sont les kaiju. C'est très, très, très grands et gros monstres d'origine japonaise. C'est Godzilla. C'est Godzilla, voilà. C'est Godzilla, c'est devenu... De l'autre côté, en Occident, c'est King Kong. Et cet univers-là, il réunit un petit peu tout le monde, plus tous les adversaires de Godzilla. Donc, c'est ça. Moi, je les connais pas tous, mais il y a une grosse mythe, avec un M. Oui. Mothra la mythe. Mothra, il y a un dragon à plusieurs têtes, et puis il y en a plein d'autres. Enfin voilà, moi, je suis pas hyper connaisseur de cette mythologie-là, mais en gros, elle prend sa source juste après la guerre, suite au bombardement américain de Hiroshima et Nagasaki et du traumatisme japonais autour des dégâts nucléaires. Exactement. Et alors, il y a quelque chose qui est un petit peu intéressant et fascinant. J'aurais peut-être dû garder ça pour la rubrique après, mais enfin, on peut déjà en parler maintenant. C'est que, en fait, au Japon, on continue à faire des films sur Godzilla et tout ça. Et plutôt des pas mal. Et apparemment, ils sont assez aimés. Minus One, par exemple, voilà, c'est hyper bien critiqué par rapport à ce que nous, on a, le Monsterverse. Et voilà. Il y a les singes roux qui se tapent dessus, quoi. Et on sait, historiquement, que depuis que les Américains ont récupéré le bébé Godzilla, pas le bébé Godzilla, mais ils ont récupéré le bébé plus loin Godzilla. Enfin, je me comprends. Il n'y a pas de bébé Godzilla. Il y en a eu, mais c'est notre histoire. Voilà. Ils font ça pas très bien. Tu vois. Enfin, le premier était plutôt ok. Je me souviens, il y avait quelques plans assez cinématographiquement intéressants. Cet éclairage rouge, là, les parachutes qui sautent, la vue en plongée. C'est une scène, tu vois. Ah oui, je sais bien, oui. Après, on nous teasait du Juliette Binoche qui doit être sur 3 plans, tu vois. Enfin, il y avait plein de trucs défectueux déjà dans ce film-là. Donc, alors, je récapitule parce que derrière, là, il y a des gens qui doivent se sentir complètement exclus de la conversation. Cette série, elle se passe quand par rapport à tous ces films Alors, il y a eu un film Godzilla par Roland Emmerich dans les années 90. Ça, on a oublié. C'était tellement... Et Jean Reno. Il y avait Jean Reno dedans, il y avait Matthew Broderick. On a fait comme si ça n'existait pas. On se souvient plus des chansons que du film. Hein. Exactement. C'est vrai, très bonne chanson de Jamiroquai là-dedans. Et Puff Daddy aussi. Ouais, la reprise de Led Zepp, hein, Cachemire, tout ça. Ça. Bref, on s'éloigne. On s'éloigne complètement. En 2014... les Américains sont revenus à Hollywood sur Godzilla avec Gareth Evans, et il me semble, Gareth Edwards. Je confonds 2 gars derrière la caméra. Donc un jeune réalisateur qui venait de faire un film qui s'appelait Monsters, et qui était un très beau film de monstres. Donc on s'est dit, bonne idée de le mettre sur Godzilla. Alors il y a des gens qui ont aimé ça, il y a eu un peu d'estime effectivement pour ce Godzilla de 2014. Moi, j'avais trouvé ça bancal. Mais bon, en 2017, on a rebooté aussi King Kong et on sentait bien qu'il y allait y avoir un petit peu des correspondances entre ce King Kong et le Godzilla. Et ensuite, je crois qu'en 2019, on a eu la suite du Godzilla de 2014 qui s'appelait King of Monsters, un truc comme ça. Et puis là, il y avait déjà un peu de crossover, il me semble. Et puis en 2020... C'était le même scénario que Batman versus Superman. C'est-à-dire que tu as 2 super-héros et puis il faut trouver un truc, sortir du chapeau, un truc pour qu'ils s'affrontent. Et puis à un moment, par le pouvoir de l'amitié, ils se rendent compte qu'en fait, il y a un adversaire autre et qu'il faut qu'ils fassent équipe. C'est ça. Grosso modo. C'est ça. Et en 2021, pendant la crise sanitaire, on nous a lancé sur les plateformes... Kong versus Godzilla ou Godzilla versus Kong, je ne sais plus comment ça se passe. Et effectivement, dans ce film, il s'allie contre un adversaire commun qui est Mecha Godzilla, donc une version mécanique robotique de Godzilla.
Et puis après, il y en a eu encore un qui était tellement nul que là, j'ai totalement oublié comment C'est il celui s'appelait. avec le singe roux Voilà. et un espèce de orang-outan géant et un méchant King Kong, quoi. un méchant King Kong, mais qui vit Au centre de la Terre. Voilà, parce que la quelque Terre est chose comme ça. creuse et Voilà. que voilà, c'est Bon, et ben dans tout ça, il y a une série à suivre qui explique. Moi, j'aime bien l'idée. L'idée de la série, c'est de te dire maintenant qu'il y a des gros monstres et des kaiju sur notre planète et qu'on a conscience de ça, eh ben, il faut bien instaurer des institutions politiques pour se dire qu'est-ce qu'on en fait de ces gros monstres. Comment on va les driver. Et puis, c'est ce qu'on voit dans la série Monarch. Donc, en gros, il y a l'institution publique qui est politisée et qui cherche à faire ceci ou cela avec les gros monstres. Mais il y a aussi des entreprises privées qui, elles, pensent qu'il faut faire autrement et tout ça. Et donc, il y a des intérêts publics versus des intérêts privés. Et là-dedans, il y a un petit groupe un petit peu Benetton de héros qui sont une forme de résistance contre ces grandes institutions et qui essayent de faire la bonne chose au lieu, enfin, qui sont les seuls vraiment à penser à l'intérêt public plutôt que, je sais pas, à développer une arme suprême pour la revendre aux plus offrants ou je sais pas trop quoi, tu vois. Il y a quand même un manque de créativité dans tous ces trucs de science-fiction, je trouve. C'est le même pitch presque que Jurassic World, c'est le même pitch que. Enfin, tu vois, sauf que au lieu d'avoir des dinosaures, là, t'as des monstres. Mais il y a toujours des scientifiques visionnaires et humanistes contre des super sociétés qui sont que des gros méchants pourris à la recherche d'armes ou d'argent. Enfin, de brevets. Non, bien sûr. Là, ça, le truc. Alors, le coup, ils nous le refont là dans cette saison 2, le coup de la société privée qui s'appelle Apex, qui développe une manière de contrôler les kaiju. Et tu te doutes que le fin mot de l'histoire, c'est pour pouvoir les instrumentaliser et puis vendre ça comme une arme aux plus offrantes. Et là, genre, ouais, tous les films, ils font ça. Tous les films de monstres, en tout cas, ouais. Donc ça, c'est pas d'une originalité folle. Et puis, surtout, moi, ce que je trouve attendrissant, c'est que comme tu peux pas avoir du monstre tout le temps, ils te perdent dans des intrigues amoureuses hyper longtemps et tu te dis mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des intrigues amoureuses, frère, c'est un truc de monstre. Et puis il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué pour moi dans la position à laquelle je suis, c'est que j'avais vu Monarch saison 1 il y a 2-3 ans, je crois. Attends, j'ai la date, c'est 2023, ouais, tu as raison. Ouais, c'est ça. Donc j'avais suivi ça sur 10 épisodes, mais depuis j'ai créé avec toi un podcast qui s'appelle Originals. Je me suis farci du contenu de plateforme de ouf. J'ai totalement zappé ce qui se passe dans la première saison de Monarch et on me replonge dedans et je dois redécoder qui sont les gens, où on en est. Et en plus, c'est très compliqué parce qu'il y a 2 personnages principaux qui sont passés dans une faille spatio-temporelle qui fait qu'ils sont plus jeunes qu'ils devraient être. Et donc, il y a un personnage qui a 30 ans et que tu vois tout le temps, qui a 30 ans. Et au fait, c'est la mère d'un personnage qui en a 60 et la grand-mère d'un autre personnage qui a le même âge qu'elle et tout. Et Kurt Russell, pareil, il est passé dans la faille spatio-temporelle. Donc, il a genre 70 ans, mais il devrait en avoir 120 ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, c'est un peu un pétage de câble. Et alors, sur la saison 2, je suis désolé, je vous le confesse, j'ai pas regardé les 10 épisodes, je voulais aller au bout, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, j'en suis au milieu de l'épisode 7. Et j'ai toujours pas vraiment retrouvé... Enfin, je suis toujours un peu paumé dans la timeline. Donc, Pour toi, c'est un complément à la suite de films ou c'est une autre entrée, une autre histoire? Il y a vraiment des liens? Oui, non, il y a des liens qui sont évidents. D'ailleurs, je vais être très clair, par rapport au dernier film cinéma de cet univers, je trouve la série bien plus intéressante. Elle fouille des trucs que je trouve assez bien vu, quoi. C'est complexe, mais c'est au moins une tentative d'écriture de quelque chose. Oui, comparé à l'autre qui est quand même très bas du front au final. Hyper bas du front, mais enfin, tu sais pas vraiment sur quel pied danser parce que il faut que ça reste un truc de monstre quand même, tu vois. Tu sais, c'est comme quand je me plains que les films de super-héros deviennent hyper sérieux. C'est quand même des films de super-héros, donc tout ça c'est de la
pop culture bubblegum, il faudrait que ça reste un petit peu comme ça, quoi. Donc, en même temps, j'aime bien me poser des questions du style, maintenant qu'il y a des gros monstres sur Terre, comment qu'on fait pour s'organiser et pour organiser la population mondiale autour de ça. Je trouve ça marrant, si tu veux, et puis de suivre ça sur plein d'épisodes, c'est cool. C'est ce que Marvel a un peu tenté aussi avec quand il y a eu tous les dégâts en ville, les organisations gouvernementales qui essaient de réguler les super-héros. Oui, voilà, ouais. Et en même temps, je comprends qu'une fois de temps en temps, quand tu fais un film de monstres, T'as envie juste d'avoir un monstre qui casse des trucs. voilà, ça serait bien de faire un film de monstres, tu vois. Donc, c'est pas une série que... C'est une série qui a ses défauts, et notamment, un de ses gros défauts, c'est de faire blablabla tout le temps, alors que, bon, on est quand même venu pour voir des monstres se foutre sur la gueule. Et peut-être qu'elle est trop longue pour son propre bien, tu vois. 10 épisodes de 45 minutes... C'est par saison, hein. C'est long, c'est vraiment long. Et dans les films, il y a toujours cette double, pas de temporalité, mais localisation, évidemment, puisqu'on a des monstres qui viennent du Japon et il se passe des choses au Japon, en même temps il se passe des choses plutôt du côté occidental, aux États-Unis, etc. Là, dans le casting, on a aussi une actrice d'origine asiatique, Anna Sawai, qu'on avait vu dans Shogun notamment. Du coup, elle est là pour représenter aussi quelque chose qui se passerait du côté asiatique ou non, on a juste... Alors, il y a une dualité, hein. Il y a une dualité américaine et japonaise qui est très très bien représentée dans cette série. C'est-à-dire qu'il y a même des scènes qui sont tournés en japonais. Il y a toute une partie de la distribution qui est japonaise. Il y a des personnages qui ont la double nationalité et tout ça. Enfin, ça, c'est très, très assumé. Et c'est même assez intelligent parce que comme tu suis la série au présent, mais aussi au début de Monarch, donc au début de cette institution publique qui va essayer de régenter un petit peu les monstres, donc dans les années 50, ils essayent, en fait, je pense que c'est une tentative assez cool, de réunir le Monsterverse d'aujourd'hui et de le réconcilier avec Godzilla, premier du nom, enfin, tu vois, de remettre ça dans un cadre et de dire l'origine de tout ça, c'est quand même Godzilla au Japon et tout. Mais déjà, à l'époque, les Américains étaient sur le coup et observaient tout ça. Et ok, c'est pas mal. Une autre vision de la guerre froide. J'ai une dernière question pour toi. C'est sûr que si c'est une série de monstres sans trop de monstres, mais avec d'autres choses, tu nous as dit que ça allait piocher dans les triangles amoureux, mais aussi dans la double temporalité, le voyage dans le temps. Donc on a plein de genres qui se mélangent. Du coup, j'ai envie de te demander juste, mais c'est pour qui cette série ? C'est une très bonne question. Je pense qu'il y a une partie de ce public qui est à puiser chez les geeks, hein, tout simplement. Les gens qui aiment les films de monstres, ça existe, voilà, les blockbusters. Il y a aussi peut-être les gens qui aiment, comme moi, Kurt Russell, voilà, hein, et qui veulent être un petit peu complétistes de la carrière de Kurt Russell. Alors après, si on n'aime ni les blockbusters ni Kurt Russell, on va pas s'éclater là-dedans. Mais d'autant que... Même sur la partie, même si t'es très fan de Triangle amoureux, je ne sais pas qui est fan de Triangle amoureux, mais bon, imaginons qu'il y ait des gens qui... Beaucoup de lecteurs et de lectrices de shoujo manga déjà. Oui, peut-être. Mais tu vois, même sur cette partie-là, c'est pas très très bien écrit, quoi. Il y a un moment, où il y a un mec qui mène une double vie. C'est dans le scénario, on le sait, il a mené une double vie et puis on s'en est rendu compte. Et il découvre que sa mère a mené une double vie. Et il lui en veut grave de chez grave, quoi. Ah non, pas toi. Ah oui. Et t'es là, mais t'es qui pour parler du con, enfin. Donc voilà, c'est plutôt pour les jeunes qui aiment les blockbusters, qui aiment les gros monstres. On en voit hein, quand même, on voit King Kong, on voit Godzilla, on voit ce Titan X qui est une sorte de gros kraken. C'est assez. Et on voit même des petits monstres, on voit plein de sortes de monstres, c'est pas mal. Ça s'appelle Monarch Legacy of Monsters saison 2. C'est disponible ce vendredi 27 février sur Apple TV+. Et Gauthier, ces gros machins pleins de griffes et de dents, ça t'a inspiré. Tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Et Gauthier, plus précisément, où est-ce que tu veux mettre tes pieds cette semaine ? On va mettre les pieds dans le Monsterverse, puis on va mettre les pieds dans pas mal de verses, au fait. On va se poser des questions sur tous ces multiverses. Déjà, pour commencer avec le Monsterverse,
il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Je vais pas vous récapituler, puisque je viens de le faire, ce qu'était le Monsterverse à l'heure actuelle. C'est chez Warner. Ce qui me paraît bizarre, c'est que, comme je le disais, dès le premier film, c'était pas fou. Donc maintenant qu'il y a... C'était moins pire, peut-être. Ouais, mais si c'était ça le début, tu vois, ouais, on n'allait pas bien loin, quoi. Et maintenant, on fait des films... encore une fois, le dernier que j'ai vu, il était particulièrement incompétent, quoi. Donc, pourquoi on tire sur la corde de ce truc-là Faut-il... Je veux dire, je te coupe, excuse-moi, mais il y a quand même un truc qui m'avait fait mourir de rire. Mais tu ris un peu jaune quand tu vas voir un film et que tu espères passer un bon moment. Ouais. C'est qu'à un moment, le King Kong, la solution qu'ils ont trouvée pour qu'il revienne du côté de la Terre normale et pas au centre de la Terre où il est pour éviter d'être en conflit avec Godzilla, c'est qu'il a une rage dedans. Mais oui. Et donc, oui. du coup, ils vont faire une grosse opération dentaire à King Kong. C'est ça c'est le début du dernier film, effectivement. Je veux dire, ouais. c'est quand même aussi con que dans, excusez-moi, mais dans Jurassic Park Dominion, le dernier là qui est sorti, enfin l'avant-dernier du coup, où on passe plus de temps avec des criquets géants qu'avec des dinosaures. Oui, ouais, c'est ça, ouais. C'est aberrant. Ouais, oui. Donc, bon, il se trouve que la série qui est dans cet univers est pas trop mal, tant mieux. Mais bon, faut-il encore tirer la corde plus loin ? Parce que, je sais pas si tu te souviens, mais enfin, Kong Skull Island, ça valait ce que ça valait. Mais quand on a découvert Godzilla King of Monsters en 2019, on était déjà en train de se dire « Ouh là là, c'est pas bien, hein, c'est pas bien du tout !» Alors qu'on en était qu'au 3e film d'un truc qui devait être énorme, tu vois. Donc, et ce constat m'a fait penser aux autres multiverses, parce que, enfin, je vais le rappeler très vite, mais cette idée de faire des ensembles de films qui se croisent avec des héros qu'on retrouve et tout, Marvel l'a fait très très bien avec le Marvel Cinematic Universe. Pendant un temps, enfin, ils ont réussi un bel édifice, on va dire. Et puis maintenant, tout est en train de se péter la gueule parce qu'il est trop grand, l'édifice. Mais pendant un temps, ça a été une réussite. Mais comme je le disais sur l'émission qu'on avait faite il y a très longtemps sur le Dark Universe, je sais plus à quel sujet. C'était d'ailleurs. Frankenstein. C'était pour le Oui, Frankenstein c'était pour de Netflix, de Guillermo del Toro. Exactement. Cette idée de faire des ensembles de films qui se croisent, elle est aussi vieille que l'histoire du cinéma, au fait, puisque déjà dans les années 30, tu avais Dracula, Frankenstein, L'homme invisible, la fiancée de Frankenstein, et qu'on faisait des séries de films, et qu'au bout d'un moment, ça devenait Dracula versus Frankenstein et tout ça. Donc c'est pas une idée neuve du tout, mais ça a été une hype énorme dans les années 2010. Est-ce qu'il y a beaucoup eu de franches réussites, tu vois ? Mais j'irais même plus loin, si tu prends genre Dracula contre Sherlock Holmes, il y a eu des trucs complètement aberrants comme ça. Ouais, bien sûr, ouais. Et puis la Hammer, c'était ça aussi, oui. c'était ça l'idée. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de... À part le MCU qu'on peut encore citer comme un exemple d'un édifice, ça a été un édifice à plusieurs étages avec pas mal de réussite. Oui, non, jusqu'à ce qu'on dit la fin de la saga de l'infini, donc Oui. avec Endgame, Avengers 4, tout ça. Jusqu'à Endgame, c'était un bel édifice. Voilà, là, il y a un flottement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'avec le prochain Avengers, ils vont réussir à recoller les morceaux. On verra. En tout cas, pour l'instant, ils ont pris du plomb dans l'aile. Mais tu vois, alors je veux pas exagérément taper sur Warner, je les aime beaucoup, Warner par ailleurs, mais avec le DCEU, donc l'univers cinématographique DC Comics, ça a été une catastrophe. Donc, on rappelle, DC Comics, c'est les rivaux de Marvel, et Voilà. eux, ils ont Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, et j'en passe. C'est ça. Et alors, ça avait commencé avec Superman par Zack Snyder. Et ça m'avait fait le même truc qu'avec Godzilla. Tu vas le voir, tout le monde est hypé, t'as vu des bandes annonces, elles étaient super. Tu découvres le film, tu te dis, c'est pas un bon point de départ du tout. Et puis après, tu vois le deuxième film, tu fais, ouh là, on est déjà très très bas en termes de qualité. Je crois que tu as particulièrement apprécié le dernier de Superman. Oh la vache, ouais. Parce qu'ils ont relancé du coup. Oui, derrière. ils ont fait, ok, on efface tout, on relance. Et effectivement, la découverte du nouveau Superman qui, encore une fois, était le Superman qui va tout sauver. Ouais, on peut pas partir de là, c'est pas possible si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a eu encore comme exemple de franchise comme ça ? Il y a eu la momie avec Tom Cruise. Bah voilà. Alors ceci dit, on a eu l'intelligence là de partir d'un constat d'échec Au premier film. et de se dire
finalement, on va peut-être pas y aller. Avec Russell Crowe qui jouait Dr. Jekyll et qui surjoue comme un, Exactement, ouais. comme un fou. Je suis le méchant, mais je suis aussi un peu tourmenté. Du coup, bon, le Monsterverse, il continue, il poursuit dans sa lignée. Je sais pas du tout s'il y a un nouveau film. On va tellement se faire détester. Là. On vient quand même de tirer à balles réelles sur je sais pas combien d'univers, en plus des univers prolixes, puisqu'ils sont ils ont des ramifications, ils sont Oui, on a été quand même, enfin moi j'ai été peut-être même un peu exagérément élogieux avec une série qui est trop longue. Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que voilà, cette idée d'univers connecté, elle a peut-être fait son temps. D'ailleurs, on voit que Hollywood, ce qui marche, c'est plutôt des trucs du style les adaptations en live action ou enfin adaptation de jeux vidéo aussi, il y en a de plus en plus. Adaptation de jeux vidéo, tout ça. Moi, ça m'a jamais tellement passionné ces univers connectés. Donc peut-être qu'on pourrait appuyer sur le bouton stop pour un temps. Hein. De toute façon, ça va revenir, c'est sûr. En fait, plutôt que de dire oui ou non, on en fait pas, je pense que faut pas le faire pour parce qu'on n'a pas de meilleures idées et parce que c'est un peu tendance. Je pense qu'il faut le faire si on a une idée à défendre à travers ça. Si tu veux, c'est pas une fin, c'est plutôt un moyen de raconter quelque chose. Ouais. Si c'est une fin, en général, ça pique un peu, quoi. Ouais. Ah oui, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est tout à fait juste ce que tu dis. Si ce que tu as envie de raconter peut passer par la forme de l'univers connecté, bah pourquoi pas, ça serait même assez intelligent, ouais. Mais pas de faire ça pour faire ça. C'est ça que je trouve un peu forcé, et surtout en ce moment où il y a eu une tendance, comme tu dis, suite à la réussite de Marvel. Même Star Wars a un peu fait ça. C'est-à-dire que mais oui, bien sûr. les séries Mandalorian et Boba Fett et Tutti Quanti, elles répondent à un certain ratage de la dernière trilogie et essayent de recoller les morceaux vu qu'on n'avait aucun contexte et de dire mais si, parce qu'en fait voilà. Mais ouais, mais c'est marrant ce que tu dis parce que je pensais plus à Star Wars, mais c'est évident maintenant que tout nouveau produit Star Wars semble être une excuse pour effacer le souvenir du précédent. Et c'est vraiment triste, tu vois. Au lieu de construire, c'est comme si on refaisait. Non, on va faire. T'as l'impression de voir Disney qui essaye de recoller un truc avec makeover. Mais avec de la colle qui bave et qui se voit et que c'est encore pire et tout. Enfin. Ouais, en général, planter des clous, c'est mieux que mettre du scotch. Ouais, c'est ça. Bon, ça peut être le mot de la fin si tu veux bien. En tout cas, voilà, vous avez compris que le Monsterverse et les multiverses, on a peut-être atteint une zone. Ouais, on a fait le tour. Une zone un petit peu, voilà. Merci Gauthier. On enchaîne tout de suite avec l'agenda. Et cette semaine, on va parler des sorties comprises entre le 23 février et le 1er mars. Et ça commence directement depuis le 22 février, sorti sur Paramount+, un film qui s'appelle Risqué. Risqué. Non, ça s'appelle Risqué en français. J'aurais adoré que ça s'appelle Risqué. Un film d'action américain qui mêle récit de braquage et revanche sociale dans les bas-fonds de l'Ouest américain. Un long métrage donc, va suivre une héroïne poussée à la clandestinité et qui transforme sa chute personnelle en opération criminelle collective. C'est quoi l'histoire ? C'est celle d'une stripteaseuse de Reno qui, après avoir été licenciée, organise avec ses anciennes collègues des braquages à haut risque visant leurs patrons corrompus et tout le système qui les a exploités. Donc c'est un film, vous l'aurez compris, entre solidarité féminine, tension interne et un projet de revanche collective où chacun joue sa survie. Oui, pardon, ça a l'air d'être un film de braquage au féminin, quoi. C'est ça, avec des stripteaseuses. Oui. Avec stripteaseuses. Oui, bon, c'est super, mais il y avait déjà eu un truc un peu comme ça avec Jennifer Lopez pendant le confinement et ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais c'était une sorte de comeback de Jennifer Lopez avec un rôle assez sérieux dans lequel elle était très bien. Je retrouverai. Voilà. Depuis le 25, sur Prime Video, vous pouvez retrouver un film qui s'appelle La Falaise. Alors, La Falaise, ce n'est pas un film d'alpinisme. Non. Non, pas du tout. Puisque c'est un film d'aventure en costume porté par Priyanka Chopra Jonas et Karl Urban. Donc, c'est un film de pirate en quête de rédemption, notamment pour son héroïne. Donc, à la grande époque de la piraterie, voilà, un film de vengeance, de survie familiale. Au cœur des Caraïbes. L'histoire, c'est une ancienne pirate qu'on appelait Bloody Mary,
qui tente de vivre une existence paisible aux îles Caïmans avec sa famille. Et tout d'un coup, ça vient de tomber, son ancien capitaine réapparaît pour se venger. Et donc, elle doit replonger dans son passé violent et redevenir la guerrière qu'elle était avant de protéger les siens. Évidemment, ces gamins font « Ah mais maman, elle sait se battre !» Enfin, voilà, c'est ce genre de trucs-là. C'est sur Prime Video, voilà, et c'est donc Priyanka Chopra-Jonas que vous avez pu voir dans Quantico. Et Karl Urban, c'est tout simplement The Boys, c'est Butcher. Sur le papier, ça fait super nanar, mais en même temps, je suis assez excité. J'ai envie de le voir. Bon, et si ça se trouve, c'est un chef-d'œuvre. Hein, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est une production Prime Video. Il y a aussi Ismaël Cruz-Cordoba qu'on a pu voir dans la série télé Seigneur des Anneaux. Sinon, le 27 février, on reste sur Prime et on va parler d'un truc très différent qui s'appelle tout simplement Fan. 6 épisodes, c'est une émission française de divertissement, une sorte de grosse caméra cachée, emmenée par Eric et Ramsey. Ouais. En gros, le pitch, c'est qu'ils vont inviter 4 fans à participer à un tournage supposé de leur nouvelle série en Espagne, avec des défis, voilà, etc. Et sauf que le but, c'est de désigner leur plus grand admirateur, un peu narcissique, sauf qu'en fait, il n'y en a qu'un qui est vraiment un candidat, et tous les autres qui vont jouer les rôles, ça va sortir dans tous les sens. Voilà, c'est réalisé par Éric Judor. Je trouve ça marrant parce que j'allais ironiser en disant mais il existe encore des fans de Eric et Ramsey, tu vois. Oui, et je trouve en fait le twist final, je trouve ça très bien. Il y a aussi Laurent Lafitte au casting. Génial. Sinon, toujours sur Prime, décidément Prime a gardé des cartouches pour la fin du mois. Toujours le 27 février, Man on the Run, cette fois un documentaire musical consacré à Paul McCartney, avec un film qui explose la période charnière entre la séparation des Beatles et la reconstruction artistique du musicien, qui a été un peu obligé de repartir de zéro, puisqu'on se retrouve à l'aube des années 70, et Paul McCartney traverse une période de doute personnel et artistique, marquée par pas mal de critiques publiques et la perte de son identité musicale. Donc on va retrouver des images d'archives et inédites et des témoignages de Paul McCartney, mais aussi de Linda McCartney ou de Denny Lane, et on va voir la création des Wings, grosso modo. Bon, c'est très bien, c'est un bon programme, ça. Voilà. Et sinon, on le rappelle, Monarch saison 2 sur Apple TV+. En vrac, on a la saison 4, partie 2 de Bridgerton sur Netflix. On a l'intégrale de Walking Dead sur HBO Max. Cool. Et c'est pas vraiment une exclusivité de plateforme, mais c'est un inédit. Le live action de Lilo & Stitch sur Disney+, c'est cette semaine. Ah, déjà, oui. Voilà. Ok. Et ce sera tout niveau sortie, c'est d'ailleurs là-dessus que s'arrête notre émission. C'était donc Original saison 2, épisode 25. On remercie évidemment notre partenaire Cinématiseur Merci les copains. pour sa confiance et son soutien, ainsi que Magic Andou au montage. Big up Andou. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 17h pour toujours plus d'actu ciné, séries, doc ou animés et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.